fondamentale cyniquement usurpée au Front National dans les discours, à l'exception notable, il faut bien le dire, du fédéralisme européen et d'un modèle économique protecteur, avait failli sauver Nicolas Sarkozy de la défaite. Au premier tour, nous avons vu nos options largement validées par un vote direct et franc. Au second tour, nous les avons vues reprises, pour ne pas dire pillées, et surtout, ce qui est intéressant, portées par l'opinion à des niveaux inconnus jusqu'ici. Ce constat permet de mesurer les marges de progression des candidats nationaux dans les scrutins prochains, à commencer bien sûr par les élections législatives du mois de juin. Le nouveau président de la République, quant à lui, et ses soutiens en ont conscience, n'a pas bénéficié à proprement parler d'un vote d'adhésion. Ce fut une élection sans liesse véritable, une élection non-événement, comme si le PS, succédant à l'UMP, le régime avait changé d'apparence, mais non de nature, comme si l'on avait changé les hommes sans gagner en illusion. On le voit, nous arrivons à l'heure politique de la grande clarification, celle où vont tomber les masques et où la réalité apparaît dans toute sa dureté. Nous vivons la fin d'un cycle politique où un homme à l'allure d'un comptable va jouer les gestionnaires de faillite jusqu'à mener tranquillement la France au dépôt de bilan. La fin d'un cycle qui va finir d'engloutir une génération politique qui a prospéré sur un mensonge permanent dont la traduction financière s'appelle l'endettement et l'aboutissement ultime, la ruine. Clairement, les dirigeants de l'UMP ont failli et leur échec a eu pour résultat de porter aux affaires une gauche technocratique et terne qui n'a même pas l'excuse d'un grand rêve, mais une gauche qui n'a toujours pas su rompre avec ses archaïsmes imbéciles, avec ses partis pris idéologiques les plus décourageants. Une gauche bercée par un angélisme qui pourrait être sympathique s'il ne s'avérait parfois, en matière de sécurité par exemple, criminel. Plus ou moins secrètement, chacun sait qu'il n'y a rien à attendre du nouveau président et que l'avenir va être fait de désillusions et donc en pratique, pour de nombreux Français, d'épreuves personnelles ou collectives. Si nous laissons faire, après comme avant Sarkozy, tout va continuer. Les déficits continueront de se creuser, les impôts de fleurir, les trafiquants continueront d'empoisonner la vie des cités, les délinquants de parader en Porsche, les immigrés de rentrer par centaines de milliers. Les Bastilles demeureront, mais changeront seulement de gouverneur. Inutile de vous dire que nous n'entendons pas laisser faire et nous laisser bercer par la petite musique du ronronnement institutionnel. Parce que le choix du 6 mai, j'en ai la conviction et je vous l'ai dit, fut davantage un choix par défaut qu'un choix d'adhésion. Rien n'est inéluctable et surtout pas une vague rose. Le génie de nos institutions nous permet de tempérer, voire de réorienter le choix des présidentielles, de redonner à notre pays une impulsion salvatrice qui suppose le remplacement de prétendues élites politiques. Vous le voyez, nous nous engageons dans cette bataille avec un esprit conquérant, mais aussi un esprit de rassemblement de tous les Français qui n'acceptent pas le métronome du malheur UMP, PS, PS, UMP qui rythme la descente aux enfers de notre pays. Notre rassemblement a pris le nom de Rassemblement Bleu Marine. Soutenu par le Front National, il a pour objet de le dépasser, d'ouvrir nos rangs à tous ceux qui veulent agir avec nous, défendre notre pays et notre peuple et porter nos idées au pouvoir. Nous savons qu'il y a des communistes qui pensent que nous avons raison de lutter contre l'immigration qui pèse à la baisse sur les salaires et de dénoncer le mondialisme qui est une course à l'esclavage. Nous savons qu'il y a des socialistes qui sont légitimement outrés de voir leurs représentants plier devant les puissances d'argent et les banques, et pour certains, sombrer dans la corruption. Nous savons qu'il y a des UMP qui partagent nos valeurs qui sont celles de la France éternelle et qui s'inquiètent, comme nous, de la dilution de notre identité et de la perte de notre souveraineté. Lorsque certains appellent à un vote d'équilibre, ne vous y trompez pas. Cela ne ressemble qu'à un sauve-qui-peut de la part d'un grand nombre de députés sortants. Nous appelons à un vote de renouveau.
Un vote qui se positionne clairement comme le vote de la seule opposition au socialisme, sans se préoccuper de savoir si ce socialisme à la mode Hollande sera Louis-Philippard ou Mélenchonard, puisqu'il sera par nature contraire à ce que nous estimons être l'intérêt politique du pays, et qu'il serait très proche de la politique menée depuis 2007 sur tous les sujets: Europe, immigration, laxisme, ultralibéralisme. Le vote des présidentielles a montré également la défiance des Français pour les représentants de l'UMP, usés et engoncés dans le politiquement correct, les Juppé, les Bertrand, les Kosciusko-Morizet. On ne combattra pas l'idéologie socialo-mondialiste avec des gens perclus de mauvaise conscience et connivants. Lorsque la stratégie électorale de Nicolas Sarkozy est au sein des instances de l'UMP, approuvée par les uns et fermement condamnée par les autres, comment admettre que l'UMP ait le culot de repousser au lendemain des législatives la nécessaire clarification idéologique et donc les axes politiques que ces élus défendront à l'Assemblée? Ce comportement consiste à n'avoir programme que leur réélection, sans certitude politique aucune pour les électeurs sur la ligne qui sera suivie. Au pouvoir, ils ont fait des chèques en bois. Dans l'opposition, ils réclament aux électeurs des chèques en blanc. De très nombreux électeurs l'ont compris. On sent même, et le niveau de vote anti-système le montre, que le pays aspire fondamentalement à un profond renouvellement politique. Les Français en ont assez de voter pour des candidats de convenance, d'anciens ministres ou de futurs décideurs dont les convictions seront à géométrie variable, vacants au gré de leurs humeurs ou de leurs intérêts, y compris sur des sujets essentiels. L'immigration, le droit de vote aux étrangers non européens, les frontières, la République irréprochable, la doctrine fiscale. Dans d'innombrables circonscriptions, nous allons nous qualifier au second tour. Le renouvellement politique est réellement à portée de main et il sera ainsi possible d'enrichir la nouvelle Assemblée d'une représentation vraiment nationale. Personne ne comprendrait qu'avec près de 20% des voix, le courant patriote du Rassemblement Bleu Marine n'ait aucun député, quand le groupusculaire Parti des Verts, moins de 3%, aurait un groupe parlementaire. Et même si j'ai l'habitude de combattre avec des règles que je n'ai pas choisies, songez que sur Hénin-Beaumont, circonscription favorable, M. Guéant a procédé à un redécoupage au bénéfice des socialistes pour tenter de m'empêcher d'y être élu. Mais c'est la marque d'une minable connivence, d'un système qui n'est pas loyal et qui ne tient qu'en changeant les règles du jeu, c'est-à-dire en trichant. Les valeurs que nous défendons sont la droiture, la franchise, la loyauté, la justice, l'esprit démocratique et l'intérêt général. Les députés du Rassemblement Bleu Marine ne seront pas les députés d'un clan, mais chacun dans leur circonscription, les élus de tous les électeurs sans aucune exception. Ils seront à l'échelon du pays les députés de la nation. Ils auront pour mission essentielle de mettre les Français à l'abri de la crise de la zone euro. Crise niée pendant la campagne présidentielle, aussi bien par l'UMP que le PS. Crise dont on nous a régulièrement expliqué depuis des mois et des mois qu'elle était derrière nous, réglée. Nous serons en ce sens le seul vote anti-crise. Notre pays a trop souffert du sectarisme, des féodalités, du copinage et des passe-droits pour pouvoir en admettre davantage. C'est le sens de notre mot d'ordre pour une assemblée vraiment nationale. Avec votre soutien, nous entendons faire émerger des élus d'expérience, mais aussi des candidats issus de la société civile, qui sont comme vous, qui vous ressemblent, qui partagent réellement votre quotidien et donc vos préoccupations. Vous le voyez, les forces nationales de la France s'engagent dans cette bataille législative avec une détermination redoublée. Et c'est dans cet esprit que j'aborde la campagne à Hénin-Beaumont. Mon principal adversaire y sera, dans cette circonscription socialiste, le candidat socialiste.
Il est le représentant d'un système féodal, anachronique, corrompu, clientéliste, que nous combattons sans relâche depuis des années et que nous sommes en train de faire tomber. Seuls, sans autre moyen que notre détermination et notre courage, nous avons réussi à faire destituer un maire socialiste qui s'est repenti dans un livre intitulé de manière éloquente « Rose Mafia ». Ces révélations ont décrit un système qui consistait pour des mafieux socialistes à voler des pauvres. Ce résultat est pour tous les électeurs du bassin minier, comme pour ceux de France, le gage de notre éthique et de notre efficacité. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, je ne mène pas de bataille personnelle, ni d'ego, ni de vengeance. Je prends les adversaires que la démocratie me donne et combattrai respectueusement chacun d'entre eux comme je l'ai toujours fait. Je combats pour mes idées et pour mes électeurs sans me préoccuper de ceux qui cherchent à faire les intéressants. Les relations particulières que j'ai avec ma circonscription, comme avec les électeurs auprès desquels je bataille depuis des années, me conduisent à ne rien changer à mes habitudes. Je mènerai une campagne de proximité et de contact individuel, une campagne de fond sur le projet et sur nos propositions. Je serai présente sur les marchés, dans les rues bien sûr, mais ferai également du porte-à-porte et des réunions à domicile, comme nous avons pu en faire à chaque élection. La campagne législative ne peut pas être une sorte de cirque. Elle est tout au contraire un moment d'écoute et de dialogue personnel avec le maximum d'habitants possible, qu'ils soient ou non de mes idées. C'est du terrain, du partage avec les préoccupations de mes électeurs que je tire mes analyses, que je forge mes convictions et puise ma détermination. L'objectif d'une campagne législative n'est pas de s'exhiber, mais de permettre aux Français invisibles d'être enfin vus et entendus. Pour certains, la politique, c'est les caméras d'abord. Pour moi, c'est les Français d'abord. Oui, ici, toutes les conséquences les plus désastreuses des politiques de gauche et de droite sont réunies. Chômage élevé et désindustrialisation massive. Pouvoir d'achat effondré. Précarité des plus pauvres et de nos anciens. Maltraitance des classes moyennes. Montée continue des violences. Progression des communautarismes. Je veux ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, où le patriotisme économique et social assurera à nos enfants du travail, où la réindustrialisation volontaire de nos bassins d'emploi par un protectionnisme intelligent redonnera à la France sa puissance, où la maîtrise de l'immigration garantira l'identité de notre peuple et celle de nos frontières assurera des débouchés à nos productions locales et nationales. On ne résoudra pas la crise par l'impôt, mais par la croissance. On ne sortira pas de la ruine de nos communes et de nos collectivités territoriales par le matraquage des contribuables, mais par un retour à une saine gestion, c'est-à-dire exactement l'inverse des choix socialistes sur la région. Avec les candidats, et je l'espère, les élus du Rassemblement Bleu Marine, j'entends rendre à chaque Français la fierté de ce qu'il est, la dignité d'un emploi et d'un salaire décent, à nos jeunes la perspective d'une réussite individuelle, à nos anciens la sérénité et à notre pays sa grandeur, son rayonnement et sa puissance. Il y a 5 ans, alors que le mouvement national connaissait le pire revers de son histoire, les électeurs de cette circonscription avaient eu la lucidité de maintenir allumée la flamme nationale. Ils ont été ainsi les précurseurs d'une reconquête et sont aujourd'hui rejoints par des millions de nos compatriotes. Il leur revient, par mon élection, de continuer à montrer la voie du vrai changement et de tracer ainsi l'avenir de notre pays. Nous devons gagner, nous allons gagner. Bravo Marine. Oui. Deux questions. Je n'avais pas prononcé le nom de Jean-Luc Mélenchon. Premièrement, mais il faudrait
adversaire. D'accord, le de Jean-Luc Mélenchon. Deuxième question, est-ce que vous pourriez, vous avez dit, on ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas effectivement des députés du Front à l'Assemblée, mais quel est votre objectif chiffré pour effectivement ces législatives? Écoutez, comme je fais de la politique et pas de la voyance, j'aurais bien du mal, encore une fois, à tenter de vous donner un pronostic. Ce que je crois, j'espère, et c'est pourquoi je me bats, c'est de permettre au plus d'élus possibles du Rassemblement Bleu Marine d'entrer à l'Assemblée. Mais je ne peux m'empêcher de rappeler tout de même ce qui scandalise tous ceux qui ont un peu de conscience démocratique et qui consisterait à voir barrer la route par un mode de scrutin dont on sait que lorsqu'il ne fonctionne plus ou qu'on n'est plus sûr qu'il fonctionne, à ce moment-là, on en passe par les ciseaux du redécoupage qui empêcherait des élus du Rassemblement Bleu Marine, du courant que je représente, qui représente près d'un électeur sur 5, d'être représenté à l'Assemblée nationale. Encore une fois, les magouilles d'appareils permettent à des mouvements qui font moins de 3% d'avoir un groupe parlementaire. Bon, je pense que tous les électeurs tous les Français peuvent être légitimement scandalisés par cette situation et vouloir y remédier dans un esprit démocratique. À partir du temps où vous serez satisfait, par exemple, d'espérer un groupe ou... Vous savez, monsieur, nous partons de zéro. Par conséquent, un sera déjà une victoire, même si je préférerais évidemment qu'il y en ait beaucoup plus. J'aborde ces élections législatives relativement confiante. Madame Le Pen, est-ce que les candidats du Front National auront consigne de se maintenir quoi qu'il arrive au second tour, s'ils le peuvent bien sûr, ou est-ce qu'il pourra y avoir du cas par cas? Ah, je l'ai dit, hein, j'ai dit que nous serions présents partout au premier tour, nous serons présents dans de très nombreuses circonscriptions au second tour, mais nous ne fermons pas la porte à une discussion, éventuellement avec des élus qui auraient quitté l'UMP, qui seraient conscients que la manière de faire de l'UMP, qui semble en toutes circonstances plus proche des socialistes que du Rassemblement Bleu Marine, est néfaste. Ceux qui quitteraient l'UMP et qui voudraient discuter avec nous, de toute façon, nous sommes ouverts à la discussion, mais pas seulement d'ailleurs avec ceux de l'UMP. Nous serions ouverts demain aussi à la discussion avec des élus de gauche qui seraient sincèrement attachés à la patrie et à la nation et qui s'opposeraient sincèrement à deux éléments qui nous apparaissent fondamentalement néfastes pour notre pays, à savoir le fédéralisme européen et la perte de souveraineté qu'il entraîne, et l'immigration qui est une arme entre les mains des ultralibéraux. Et si d'aventure des élus UMP qui ne quitteraient pas l'UMP vous proposeraient de faire battre la gauche en faisant des ajustements mutuels au cas par cas? Non, parce que nous serons présents. Par conséquent, moi, si c'est pour faire des négociations d'appareil, je l'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas. Mais sans que ce soit des négociations d'appareil au niveau local? Au niveau local, s'il n'y a pas de niveau local... Enfin, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y a pas tellement de niveau local. Bon, nous ne sommes pas dans une élection cantonale. Nous ne sommes pas dans une élection municipale. Nous sommes dans une élection législative. Sur Vanessa, ce serait bienvenu, par exemple? Non. Une réaction quand même à la candidature de M. Mélenchon. Encore une fois, moi je prends les adversaires que la démocratie me donne. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon adversaire, c'est le socialiste. Le parti du Front de gauche a fait un score pas très important sur cette circonscription. Je crois qu'il est arrivé 4e, me semble-t-il. Hein. Bon, donc c'est vrai que moi je lutte avec Steve Briouat et avec l'ensemble des militants ici, mais aussi dans l'ensemble de la région, contre les socialistes, qui parfois d'ailleurs s'allient aux communistes, parfois non.
pense qu'on va avoir quelques éléments là qui vont être étonnants pendant cette campagne. Et donc c'est contre ce socialo-communisme qui est aux affaires, avec des résultats que je considère comme au moins aussi piteux que ceux qu'a pu enregistrer l'UMP au niveau national, que je combats. Je combats contre le mouvement qui est sortant sur cette circonscription. Donc voilà, et je combattrai contre tous les adversaires avec des idées, avec mon projet, contre tous les adversaires que j'aurai face à moi, qu'ils soient du Nouveau Centre, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient Front de Gauche ou qu'ils soient Verts. Ou qu'il soit UMP, si le candidat, s'il y a un candidat UMP, puisqu'il semblerait qu'il y ait une alliance avec le nouveau centre. Et vous faites le titre de votre tract du jour quand même sur Mélenchon. Ah mais ça s'appelle la réactivité, c'est un petit message de bienvenue. Est-ce qu'il y aura un catch médiatique? Est-ce qu'il y aura... Comment ça va se passer? Non, madame, très honnêtement, je crois que une élection législative, c'est une relation personnelle qu'un homme ou une femme crée avec une population. Ça ne peut pas être un cirque politique, ça ne peut pas être un cirque médiatique. C'est en tout cas pas du tout comme ça que je le conçois, et ça n'est pas du tout comme ça que je ferai campagne. Ça n'est pas comme ça que j'ai fait campagne par le passé, et j'en ne changerai rien à la manière dont je fais campagne. Voilà, moi je n'ai pas de bataille à mener, je ne personnalise pas les combats, je n'ai pas de bataille d'ego, encore une fois, je n'ai pas d'esprit de vengeance, je suis au-delà de tout ça. Moi, je suis venu défendre les Français face à des mots qui sont des mots aggravés dans cette circonscription. Tout est plus grave ici qu'ailleurs. La corruption est plus grave encore qu'ailleurs. L'ultralibéralisme est plus grave qu'ailleurs. Les délocalisations sont plus graves qu'ailleurs. Le chômage est plus grave qu'ailleurs. L'insécurité est plus grave qu'ailleurs. Donc voilà, comment dire, l'obscurité de l'avenir face auquel sont confrontés nos jeunes aujourd'hui est plus grave qu'ailleurs. Donc c'est à eux, je veux dire, qu'il faut apporter des réponses. Je suis pas là pour convaincre des adversaires politiques. Le fait, c'est pas une bataille de front contre front. Non, en aucun cas. En aucun cas, moi je combats le système. Je suis le rassemblement bleu marine de tous les patriotes contre un système qui est en train d'effondrer la nation, qui est en train de priver la nation de toutes ses protections, qui est en train de diluer notre héritage et notre identité par l'intermédiaire de l'ouverture totale des frontières, de la concurrence internationale déloyale et d'une immigration de masse. Donc je n'ai pas de combat front contre front à mener, moi. Vous accepteriez quand même, est-ce que vous acceptez, vous avez refusé pour les présidentielles, avant le premier tour, est-ce que dans le cadre des législatives, vous accepteriez de faire un débat avec Jean-Luc Mélenchon, voire Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats? Monsieur, moi j'accepterais de faire un débat avec tous les candidats de la circonscription. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un débat qui réunit l'ensemble des candidats de la circonscription. Moi, je suis une démocrate, je respecte les règles républicaines et par conséquent, je débattrai autour d'une table dans le cadre d'un débat qui réunira, comme ça se fait dans beaucoup de circonscriptions, tous les candidats de la circonscription. Mais je n'ai absolument aucune raison de choisir un candidat pour aller débattre contre lui. Ça n'aurait pas de sens et ce serait d'ailleurs objectivement assez irrespectueux à l'égard des autres candidats qui sont présents. Vous dites que vous ne voulez pas personnaliser cette campagne, mais le fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon, quand même, ça change la donne. Mais ça change la donne pour vous, peut-être, madame. Mais ni pour nous, ni pour les habitants. Les électeurs, ils représentent quand même... Écoutez, j'ai l'impression que ça change la donne au Parti Socialiste. D'après, je vois voler les noms d'oiseaux, là, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas ce qu'on a vendu à monsieur Mélenchon, mais on l'a parachuté dans le bassin minier, c'est plutôt dans le bassin minier en l'occurrence. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que c'est plutôt le front de gauche contre le front socialiste. Il n'y aura pas de bataille personnelle. Alors, il n'y aura aucune bataille personnelle, aucune. Je suis désolée si je déçois... Mais non, madame, jamais de ma part, jamais, jamais. Jamais, moi je ne personnalise pas mes combats. Moi je défends des idées sur le fond. Nous sommes battus avec Steve Briouat au quotidien.
Nous avons mené une bataille qui était une bataille éminemment difficile, puisque tout ici est entre les mains des socialo-communistes. Il faut quand même pas se raconter d'histoire. J'ai entendu des commentaires disant que tel ou tel parachutage serait une extraordinaire preuve de courage. Mais enfin, écoutez, cette circonscription est socialo-communiste depuis 80 ans. Depuis 80 ans. Quel courage y a-t-il? Oui, nous sommes courageux, oui. Oui, nous sommes courageux, nous sommes battus, d'être montés à la bataille contre ces féodalités, d'avoir dénoncé la corruption. Nous sommes courageux. Le courage aurait peut-être consisté à aller contre M. Kucheida. Hein? Ça aurait été éthique. Mais ici, c'est une circonscription de gauche depuis toujours. Par conséquent, encore une fois, je ne comprends pas bien les analyses qui sont faites. Mais bon, après tout, chacun écrit et pense ce qu'il veut. C'est quand même une campagne délictuelle ou pas du tout? Non, absolument pas. Non, ça va être une campagne tout à fait traditionnelle, en tout cas dans la manière dont nous allons la mener. Nous allons faire, comme nous avons toujours fait, encore une fois, une campagne de terrain, une campagne de proximité, une campagne de rencontre, une campagne d'écoute. Nous irons, comme un certain nombre de vos confrères ont pu nous voir depuis des années et des années, au porte-à-porte, rencontrer les habitants, leur exprimer quelles sont nos positions. Encore une fois, nous ne participerons pas à un quelconque cirque médiatique ou politique comme on voudrait peut-être nous y attirer. Vous avez dit après la présidentielle que le vote en gauche était un vote bobo. Ici aussi, dans la 11e circonscription, ceux qui ont voté Mélenchon sont des bobos. Ah oui, il y a une partie effectivement de vote bobo, et puis il y a une partie de vote immigré. Voilà, puisque monsieur Mélenchon a expliqué sur tous les tons qu'il était pour la régularisation massive, enfin totale d'ailleurs, des clandestins, pour la naturalisation massive, pour le droit de vote des étrangers. Donc effectivement, il a attiré à lui une partie d'un électorat immigré. Donc les immigrés plus les bobos, ça a fait 11%. Mais les immigrés ne votent pas jusqu'à maintenant. Et les bobos et les bobos, je pense pas qu'il y en ait énormément. Le vote immigré, le vote des Français d'origine immigrée. Voilà, d'origine étrangère. Des gens qui ont obtenu la nationalité. C'est quoi les Français d'origine immigrée? Ça veut dire C'est les Français d'origine étrangère, monsieur. Faites pas semblant de... Les Français d'origine étrangère, vous savez, c'est comme ça, vous demandez à l'INSEE. L'INSEE mesure ça parfaitement, vous voyez. de quelle génération? Ah, à partir de quelle génération? Les immigrés, en règle générale, dans l'INSEE, c'est les gens dont au moins, dont les deux parents sont nés à l'étranger. Ça vous va comme explication? Donc c'est mon cas. Eh bien peut-être, monsieur, c'est votre cas. Mais c'est pas une honte, hein, c'est pas déshonorant. Ça n'est ni péjoratif, ni déshonorant dans ma bouche. Absolument pas. C'est un fait. Voilà. Il est un fait que dans les territoires fortement de forte concentration immigrée, eh bien, le Front de gauche a fait ses meilleurs scores. Voilà. C'est pas scandaleux, monsieur. Mais vous-même, si vous n'avez pas voté pour lui, c'est pas globalisant, hein? Non, mais mes parents sont d'origine étrangère, danoise en l'occurrence, donc j'imagine que c'est un peu, peut-être, est-ce que c'est différent ou pas? Non, mais c'est... Non, mais écoutez, vous êtes gentil. Vous êtes qui, d'abord? Je m'appelle Alan Rothschild et je fais un documentaire sur... Mais vous êtes qui? Je m'appelle Alan Rothschild. D'accord, mais vous êtes pour un média, non? Oui, je travaille pour une société de production qui s'appelle Caméra Subjective. On prépare un documentaire de 50 minutes. D'accord. Sur l'élection législative. D'accord. Bah écoutez, on va laisser le soin quand même aux journalistes d'information de pouvoir poser des questions. Vous le vendez cher, le documentaire, ou pas? C'est pas moi qui le vends. Ah bon? C'est bien, les bénévoles, c'est bien. Oui. On revient, excusez-moi, à M. Mélenchon. On vous a vu beaucoup à la sortie des usines pour la présidentielle. Est-ce qu'il n'est quand même pas de nature à justement venir vous prendre des fois chez les ouvriers, là où vous savez plus trop pour qui voter? Mais Madame Mesureur, si les ouvriers avaient encore confiance dans la gauche, ça se serait. Quelle que soit la couleur de cette gauche, je veux dire du rose clair au rouge foncé. Si les ouvriers n'avaient pas été trahis de manière massive par la gauche, on s'en rendrait compte dans les urnes au fur et à mesure des élections qui passent.
Or, les ouvriers ont été probablement les premiers à faire preuve d'une très grande lucidité à l'égard des élus de gauche en qui ils ont porté à un moment donné une certaine confiance. Et ils ont déserté totalement la gauche. Et c'est la raison pour laquelle, Madame Mesureur, le Parti socialiste, le Front de gauche, le Parti communiste est pour le droit de vote des étrangers. Parce qu'il faut bien remplacer par un nouvel électorat cet électorat ouvrier, cet électorat populaire qui a tourné le dos à la gauche. De manière surprenante, il ne devrait pas y avoir vous avez été titulaire sur cette question. Bah écoutez, il semblerait que monsieur Urbaniak et monsieur Rabdani considèrent qu'une addition de faiblesse, ça fait une force. On verra bien. Vous dites que vous allez faire une campagne de porte-à-porte, ça prend du temps. Ça veut dire que vous allez peu vous rendre en soutien des autres candidats de votre mouvement? Oh, je fais quelques déplacements, c'est normal. Je suis présidente du Front National, donc j'effectuerai quelques déplacements. Mais j'ai une grosse capacité de travail, vous savez, donc ça me pose absolument aucune difficulté. Nous allons faire probablement, oui, 2-3 réunions nationales. Une la dernière semaine à Paris, une peut-être vers Metz. Voilà, bon. Pour vous, quelles sont les circonscriptions dans lesquelles vous pensez avoir le plus de chances d'avoir des députés? Ah, je ne vous répondrai pas. Volontairement d'ailleurs, parce que c'est souvent dans les circonscriptions qui sont... c'est parfois dans les circonscriptions qui sont les moins sous la lumière médiatique qu'on a parfois des surprises. Comme je ne veux sacrifier personne, je ne vais pas vous envoyer dans tel ou tel. Mais il est vrai que nous avons un certain nombre de circonscriptions qui, au regard des résultats de la présidentielle, nous permettent d'espérer. Mais encore une fois, peut-être que nous aurons d'agréables surprises sur des circonscriptions qui, compte tenu du contexte local, eh bien, enverront des députés à l'Assemblée alors que ça n'était pas objectivement ou immédiatement prévu. Donc c'est vous qui vous sacrifiez? Oui, mais c'est comme ça quand on est chef. Madame Le Pen, je suis désolé de vous poser cette question, mais le citoyen que je suis a besoin de réponse. Pourquoi vous êtes présenté... Que c'est le citoyen ou le journaliste qui m'interroge? Un peu des deux. Ah bon? Un peu des deux. Pourquoi vous êtes présenté aux élections européennes en 2009, si c'est pour vous présenter à la présidentielle en 2011, et donc aux législatives en 2012? Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pouvez tout faire en même temps? Je ne ferais pas tout en même temps si j'avais été élu, cher monsieur. Si j'avais été élue présidente de la République, je ne serais pas aujourd'hui candidate aux législatives. Ça veut dire qu'on peut être députée européenne et en même temps faire campagne? Parce que ce sont des grosses campagnes. Oui, ça veut dire qu'on peut être député européen, effectivement, et faire campagne. Oui, oui. En étant assidu? En étant assidu? Mais écoutez, ça c'est le problème de mes électeurs. Parce qu'il me semble quand même, très honnêtement, que ce débat qu'adorent les journalistes, sur l'assiduité, les électeurs, eux, ce qu'ils apportent aux électeurs, c'est ce qu'on les défend. Et je crois très honnêtement que pour lutter contre l'Union européenne, ils n'ont jamais encore trouvé de meilleures combattantes que moi au Parlement. Les électeurs, au Parlement et au niveau national d'ailleurs. Vous êtes convaincu de l'emporter? Vous avez dit, j'espère déjà un député, ce serait très bien. Est-ce que vous êtes convaincu de l'emporter? Non mais monsieur, je pense que nous allons gagner. Je le dis, voilà, nous devons le faire et je pense que nous allons le faire. Et pas seulement ici. Pas seulement ici, parce qu'enfin, il va falloir une véritable opposition à l'Assemblée nationale. Or, moi, je tiens, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que face au socialo-communisme mal élu quand même, monsieur Hollande, mal élu sur le fond et sur la forme, puisque, encore une fois, chacun s'accorde à dire qu'une grande partie des voix qui se sont portées sur lui n'était pas un vote d'envie, un vote véritablement de conviction, mais un vote contre la méthode, le style, la caste, qui a régné durant 5 ans. Bon. Que va faire l'UMP? Quelle ligne va adopter l'UMP?
Comment peut-on dire à des électeurs élisez des députés UMP sans savoir quels seront leurs positionnements à l'Assemblée nationale? Nous clarifierons ça plus tard. Plus tard, élisez-nous et puis après on verra ce qu'on votera. Moi je veux bien, mais je trouve que quand même ça n'est pas tout à fait sérieux. Bon, quand je fais la liste de quand même des preuves pour le coup de connivence qui existent entre le Parti socialiste et l'UMP depuis des années et encore récemment, l'UMP a fait 14% ici. Combien M. Ramdani a fait la dernière fois? 13%. Bon. On ne peut pas dire que la circonscription a été redécoupée au bénéfice de l'UMP. Hein, elle a donc été redécoupée au bénéfice des socialistes. M. Guéant a donc redécoupé la seule circonscription qui apparaissait avant les élections présidentielles comme gagnable. Eh bien, il a pris soin, avec ses ciseaux, d'en faire une circonscription plus favorable aux socialistes. Si ça n'est pas la preuve d'une connivence entre les partis du système, je ne sais pas ce que c'est. Si je comprends bien, Mme Le Pen, vous dites que votre adversaire principal, ce sont les socialistes. Donc, si vous avez des députés à l'Assemblée nationale, ce sont des députés élus contre les socialistes. Donc, ça veut dire que vous pourriez favoriser l'émergence d'une majorité à l'Assemblée plutôt à droite. Monsieur, encore faudrait-il que je sois convaincu que les députés de l'UMP, puisque c'est eux dont vous me parlez, soient capables de s'opposer aux socialistes. Parce que moi, ce que j'ai entendu, ce sont des dirigeants de l'UMP qui appelaient à voter socialiste. Voilà ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça en 2007, à Hénin-Beaumont. J'ai entendu ça en 2008. J'ai entendu ça en 2009. J'ai entendu ça au cantonal. J'ai entendu ça encore entre les deux tours de l'élection présidentielle. J'ai entendu tous ces dirigeants de l'UMP dire que, somme toute, entre des élus patriotes du Rassemblement Bleu Marine et des élus socialistes, il valait mieux des socialistes. Eh bien, j'en ai tiré la conclusion qu'il y avait une connivence totale entre les dirigeants de l'UMP et cette pensée socialiste. Or, c'est évidemment elle que je combats. Madame Le Pen, est-ce que vous pensez déjà aussi au municipal Chaque chose en son temps, mais enfin, je ne crois pas que ce soit une absolue surprise de vous dire que Steve Briouat partira au municipal à la tête de la liste à Hénin-Beaumont. Nous avons une certaine persévérance, vous savez. Vous avez pu vous en rendre compte. Justement, ici, au second tour, face au rassemblement des forces de gauche, où est-ce que vous pouvez imaginer encore aller chercher des voix, des réserves de voix? Oui, on nous a déjà fait ce débat-là. La dernière fois, on nous a déjà dit qu'il n'y avait absolument aucune possibilité, que nous n'avions aucune réserve de voix. Et nous avons augmenté de 8 points entre les deux tours. Bon, donc cette arithmétique cruelle, hélas, ne fonctionne pas. D'autant que vous me parlez de rassemblement de la gauche. Excusez-moi, mais moi, depuis 2 jours, ce que j'entends, c'est la division de la gauche. Chacun a dit qu'il se retirait en faveur du... Donc vous croyez donc que le candidat du Front de gauche appellera à voter socialiste après avoir dit tout le mal qu'il pensait d'eux? Bon, écoutez, j'attends ça avec une grande impatience. Le Rassemblement Bleu Marine, vous avez dit que ça allait au-delà du Front National. Combien il va y avoir de députés, de candidats investis par... Alors, excusez-moi, mais je vais laisser le soin à la fin de la semaine à Steve Briouat de faire une conférence de presse pour vous donner tous ces éléments. Vous aurez le nombre de candidats de moins de 25 ans, nombre considérable, le nombre de nouveaux adhérents au Front National, le nombre de candidatures extérieures au Front National, le nombre de candidatures du ciel. De brun, de petits. C'est ça. Voilà, vous aurez tous ces éléments dont je sais que vous aimez parsemer vos analyses. Bien, écoutez, je vous remercie de votre présence et de votre attention.